Et pour le Zoom du jour, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Bruno Lafourcade. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes essayiste, auteur de romans également, chroniqueur dans Éléments. Et puis, aujourd'hui, vous venez nous présenter une récidive après les Cosaques et le Saint-Esprit. Vous venez nous présenter le deuxième tome des recueils de vos chroniques, L'intervalle entre le marchepied et le quai. C'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et vous revenez, en fin de compte, sur les 2 années que l'on vient de vivre, qui sont pour le moins stupéfiantes, je crois qu'on peut le dire. Oui. Alors, avec cet ouvrage, vous dénoncez une époque qui est totalement absurde. C'est d'ailleurs en préavis de ces chroniques, où on voudrait absolument nous protéger de tous les risques qui sont insignifiants, que ce soit cette fameuse formule « Prenez garde entre l'intervalle entre le marchepied et le quai », que ceux qui prennent le métro ou le train tous les jours, ils y sont familiers, et qui ferment en réalité les yeux sur les peurs réelles qui sont reléguées bien souvent au rang de fantasmes ou de sentiments, le fameux sentiment d'insécurité. Alors Bruno Lafourcade, pour commencer, est-ce que vous rêvez d'un monde où on peut manger du gluten en paix, trop gras, trop sucré, trop salé, évidemment où on boit trop d'alcool de temps en temps, et puis où ce sont les hommes qui allument le barbecue? Oui, d'abord oui, mais peut-être pour nuancer un peu, ce que je redoute, c'est quand même le monde où l'on vit, qui est centré sur effectivement une tonne d'interdits. Il est interdit de fumer, de boire, de manger du gluten, enfin de prendre du gluten, ou etc. Tous ces interdits-là qui sont significatifs à la SNCF, on peut pas prendre le métro ou le train sans avoir des dizaines d'avertissements de sécurité. Notamment le plus ridicule, celui qui va nous apprendre à marcher, c'est prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai, comme si on était vraiment des enfants. Et tout ça pour, évidemment, ignorer le vrai danger qui est ramené, comme vous le dites, au rang de fantasme, le sentiment d'insécurité. Or non, il n'y a pas un sentiment d'insécurité, et surtout, les interdits qui nous infantilisent, c'est le produit d'une époque folle, surtout. Bien entendu. Alors, dans les annonces de la SNCF, on a également une phrase qui nous est serinée à longueur de journée. Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire, n'oubliez pas, prout. Et également, cette phrase qui est absolument fabuleuse. Attention, des pickpockets peuvent être présents à bord du train. Alors, là, c'est parfait parce qu'on ne stigmatise pas, mais on protège le citoyen en lui disant de faire attention lui-même. Ne laissez pas vos affaires sans surveillance. Il y a ça aussi où on ne dit rien d'autre. C'est ce qui veut dire que le danger existe. 3 petits points. Et donc le danger existe en réalité. Alors, selon vous, c'est cette société du care, où on nous dit toujours de faire attention. Le care, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui signifie prendre soin d'eux. Il y avait tout un discours féministe sur le fait qu'on retrouvait que des femmes dans les métiers du soin, etc. Et donc, cette société du prendre soin d'eux, c'est une société du crime. La société du care est une société du crime parce qu'elle ferme les yeux. C'est une société qui se focalise sur des dangers inexistants pour arriver à masquer les vrais dangers. Voilà. Mais bon, c'est un des thèmes du livre, parce qu'il est tout de même frappant depuis plusieurs années aujourd'hui, mais il y a une quantité d'autres thèmes variés. Je ne voudrais pas que les lecteurs croient que j'ai écrit un livre sur la SNCF. Ou sur le gluten. Ou sur le gluten. Alors, vous le dites dans plusieurs de vos chroniques, on est rentré dans une société de la culpabilisation. Et en fait, il y a cette petite phrase, « Comment osez-vous ?» qui vient en cerise sur le gâteau et qui détrône en fait toute bonne intention. Comment est-ce qu'on en est devenu, comment est-ce qu'on en est venu, pardonnez-moi, à une forme de pouvoir du comment osez-vous? Le comment osez-vous, c'est le pouvoir communautaire aussi. C'est-à-dire que comment osez-vous parler des gens de cette façon? Et les gens, c'est celui qui est obèse, on n'a pas le droit d'en parler, celui qui est autre chose, ainsi de suite. Il n'y a guère que le blanc ou voire le roux qui est épargné par ce genre de choses. Le comment osez-vous, c'est certainement le pouvoir communautaire. C'est une image du pouvoir communautaire, Et qui disqualifie de fait immédiatement. Et bien entendu. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, alors de penser par contre-coup, bien sûr. Avec le journaliste qui devient juge en réalité. Alors, plusieurs chroniques dans votre ouvrage sont consacrées aux nouveaux barbares de la langue française. Et je crois que c'est une tare qui touche beaucoup de nos ministres. Ah bon, particulièrement les ministres qui sont capables de faire des fautes de français proches de l'analphabétisme d'autrefois. Ce sont vraiment des fautes de français terribles. Sur la langue française, effectivement, j'ai plusieurs chroniques. Je me rappelle d'avoir entendu
des discours d'hommes politiques s'adressant au peuple, des discours des années 30. Je les ai pas entendus, je ne suis pas aussi vieux, mais je les ai vus sur YouTube. Et je sais qu'il s'adressait à la classe ouvrière, quand il s'adressait à elle, il s'adressait dans un langage extrêmement châtié, avec des imparfaits du subjonctif, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à leur parler d'un français d'assez haut niveau. Bon. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contraire. Par démagogie, on veut rabaisser. On pense que l'ouvrier n'est peut-être pas capable de comprendre un langage trop sophistiqué, et on lui donne à manger du globish, mi-globish, mi-français fautif. Voilà. Sur un ton condescendant. Sur un ton, bien entendu, plutôt condescendant. Le malheureux ne peut pas comprendre. Je m'exprimais comme lui. Mais enfin, si vous traversez la rue, vous en trouverez, moi, du travail. Oui, bien sûr. Et il y a de nouveaux barbares de la langue française aussi, qui sont les jeunes, et notamment les youtubeurs. De quoi s'agit-il, là, encore ? Ah, je ne me rappelle plus d'avoir parlé des youtubeurs. Vous avez fait une chronique entière en langage jeune. Wesh, alors, mes faux ongles. Ah oui, bon, mais en fait, qu'est-ce qu'on critique, là ? Non, alors c'est très amusant en fait de contrefaire. Il y a beaucoup de pastiches là, dans ce livre. C'est très amusant de contrefaire la façon dont s'exprime la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, les hommes politiques aussi. Hein. Mais la jeunesse a un type de rapport au langage particulier, au vocabulaire assez limité, mais aussi avec des expressions clés, genre trop pas ou je ne sais plus. Enfin bon, et c'est amusant de les pasticher parce que c'est toujours amusant de rire de la langue telle qu'elle est utilisée d'une façon baroque. Voilà. Mais que les spectateurs se rassurent, je ne stigmatise personne. Bientôt, Bruno Lafourcade, qui sera écrivain Prix Nobel de la paix. Et parolier de rap. J'aimerais beaucoup écrire du rap pour voir si j'en suis capable, en fait, pour voir. Vous viendrez sur le plateau pour nous le présenter, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Bien sûr. Vous passez aussi à la moulinette toutes les grandes causes engagées des starlettes. Oui. De quoi parle-t-on ? Quels sont les combos gagnants ? C'est ça. Et tout le monde les connaît. Hein, c'est le handicap, un type de handicap, évidemment le racisme, ainsi de suite. J'ai une chronique qui s'appelle Les niches, et les niches, il faut le prendre aux deux sens de l'expression, c'est-à-dire il y a la niche du chien qui se réfugie, hein, qui est l'abri du chien, mais il y a aussi la niche en tant que, aujourd'hui c'est presque un terme commercial, j'ai trouvé une niche pour vendre quelque chose, j'ai ma niche, et il y a j'ai le portrait d'une artiste qui trouve sa niche, parce que une niche a été prise par Marion Cotillard, c'est l'écologie, son mari a pris je ne sais pas quoi, l'antiracisme, bon, elle, il lui reste les aveugles, bon, évidemment, tous ces gens n'ont rien à faire des aveugles, je ne sais quoi, mais il leur faut une niche pour avoir la subvention, l'accréditation morale du grand public. C'est encore mieux quand on fait partie de la niche, d'ailleurs, ça marche encore mieux. Il faut une niche, de toute façon, hein, sinon... On peut plus être large dans ses défenses. La paix dans le monde, ça ne fonctionne plus, c'est plus suffisant. Mais ça fonctionne encore un petit peu. Mais il faut quand même que ce soit précis. Plus c'est précis, mieux c'est. Absolument. Alors, au Vitriol aussi, vous vous attaquez aux belles histoires de vivre ensemble, notamment qui sont promues dans le cinéma français. Ça n'existe plus du tout, ça, vous pensez, le vivre ensemble ? Le vivre ensemble, c'est une caricature. Enfin, comment dire, il n'y a plus que les réalisateurs français pour croire que ça existe encore, évidemment. Alors, ce sont des films qui ne font d'ailleurs jamais d'entrée, qui sont sursubventionnés et qui sont subventionnés par le CNC, par nos impôts, par tout ce que l'on veut, par chaque ticket de cinéma que l'on paie, mais pour raconter des histoires qui font 10 000 spectateurs sur 200, 300, 500 salles. Hein. Je peux faire une parenthèse, je vais faire une publicité gratuite pour un film qui n'a pas été subventionné, qui est fait de façon très marginale par un excellent réalisateur qui s'appelle Laurent Firode. Et je conseille à tout le monde d'aller voir ce film, qui est une forme qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on trouve dans ce livre. Ça s'appelle Le Monde d'après. L'Espace Saint-Michel le diffuse. Le réalisateur est vraiment un très très bon réalisateur, très subversif, très marginal, qui a développé une économie presque parallèle pour éviter de passer par les censeurs du CNC. Et son film s'appelle Le Monde d'après, on peut le voir. Il a un bouche à oreille extraordinaire, je suis très content pour lui, parce qu'il le mérite. Voilà. Eh bien, fantastique. Désormais, nos téléspectateurs savent qu'ils doivent aller voir le film du Puy du Fou ainsi que Le Monde d'après. Voilà. Ce sont deux genres différents. Celui du Puy du Fou a beaucoup de moyens. Là, c'est vraiment artisanal, mais l'un et l'autre se complètent très bien.
Oui, il reste quand même des belles réalisations qui sont possibles. Tout à fait. Il faut juste de la volonté. Vous avez dans vos chroniques une passion particulière contre une auteure, une autrice, comme on dirait en barbarisme moderne. Il s'agit de Virginie Grimaldi. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Oh la pauvre, je l'en veux pas, elle mérite d'exister. 3 ou 4 fois. Ah bon ? Je ne me rappelais plus. C'était plutôt Virginie Despentes, moi, que j'avais retenu. Oh, c'est un auteur populaire qui ne veut... Enfin, elle ne fait de mal à personne. Je rigole un peu, je ricane un peu parce que c'est du roman populaire comme autrefois Guy Descartes en faisait, sauf qu'on savait que c'était du roman populaire. Aujourd'hui, ça passe quand même de plus en plus pour de la vraie littérature, ce qui est un peu gênant. Mais en elle-même, elle n'est pas du tout... C'est certainement une très gentille fille, je n'ai rien contre elle. Vous les rangez dans le même sac. J'ai l'air d'être très condescendant en le disant. Mais... non, mais... Et puis, c'est un des auteurs qui vend le plus, donc je peux quand même un peu elle fait des ventes, oui. Ah oui, comme Guillaume Musso en son époque. Oui, elle est juste au-dessus de moi, mais après, il y a moi qui vend tant. Bon, c'est pas mal, c'est tout le succès qu'on vous souhaite. Vous dites aussi dans vos chroniques que finalement, pendant cette ère covidienne que nous avons traversée, que la télévision a transformé toutes ces personnes en clowns, notamment Michel Simès. Absolument. Bon, ce sont des clowns, bien sûr, qui ont profité tout de même d'une façon un peu éhontée de leur position de prétendus experts pour nous vendre aussi leur magazine. Il est devenu acteur de télévision. Enfin, je veux dire, il fait sa carrière autour d'une expertise médicale légèrement douteuse, si je puis me permettre. Ouais. Oui. Mais il y a autre chose, on a vu beaucoup plus drôle les artistes vraiment déchaînés, c'est-à-dire notamment des acteurs, leurs agents, j'imagine, n'avaient plus le museau sur leurs faits et gestes, donc ils étaient chez eux et donc vous avez vu Cali en train de se filmer, en train de manger des carottes râpées, j'ai une chronique là-dessus, Jean-Jacques Goldman en train de susurrer merci aux soignants, etc. Et il y avait un côté pathétique dans cette expression, j'ai appelé ça artiste sous Covid, parce que c'est vraiment l'apothéose du n'importe quoi chez les artistes bien pensants. C'était la seule niche qui était disponible du moment, d'ailleurs. C'était la seule, et donc ils y étaient tous. Et la niche, elle n'est pas extensible, donc on a du mal à se pousser. On a failli imploser, finalement, on a été déconfinés. L'écologie, selon vous, est-ce que c'est ce qui représente le mieux l'empire du bien aujourd'hui ? Oui, certainement, c'est un des éléments... C'est sur le podium, du moins. Ah oui, il est sur le podium. Sur la première, la deuxième marche, bien sûr. Parce que l'écologie, telle que ces gens l'entendent, il ne s'agit évidemment pas de protéger la nature, il ne s'agit pas de protéger les animaux, pas du tout. L'écologie, dans leur esprit, c'est tuer l'homme en croyant défendre la nature. Je m'explique. Leur conception de la nature, c'est de croire que la nature est naturellement bonne. Sauf que la nature n'a pas lu Jean-Jacques Rousseau. Si on ne maîtrise pas la nature, si on la domine pas, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est la nature qui vous tue. L'animal sauvage, quand il n'est pas domestiqué, c'est un fauve. Un sanglier est un fauve. C'est très gentil d'adorer voir des dauphins à Venise, sauf que ce n'est pas fait pour ça. En fait, la nature, ça se maîtrise, ça se domine. Sinon, il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'agriculture. Et vous faites encorner par un sanglier. Pas de chasse non plus. Et il n'y a pas de chasse. Là, vous allez vous faire d'autres ennemis. C'est plus compliqué. Nos amis chasseurs me comprendront. Entendu. On dénonce aujourd'hui avec beaucoup de force fleurs, bougies, on fait des chansons, on prend position avec des tweets. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'on en arrive là ? Pour qu'on en arrive à prendre position par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Par le grand courage de publier un tweet sur son réseau social. J'ai appelé ce phénomène l'hyperdémocratie, lorsque la démocratie sort de son lit pour envahir des domaines où elle n'a que faire, l'hôpital, l'enseignement, ainsi de suite. Et le phénomène des réseaux sociaux est un phénomène lié à l'hyperdémocratie. Tout le monde a le droit de parler. Cette l'égalisation de la parole de tout le monde est, vérifiée par les réseaux sociaux, avec le meilleur comme le pire. C'est-à-dire le pire, c'est pour moi celui qui n'est expert en rien et qui fait des fautes d'orthographe à tous les mots, mais qui a un avis qu'il suppose valant celui de, je ne sais pas, du prix Nobel de littérature, mais peut-être pas Annie Ernaux, remarquez, un autre. Vous avez d'ailleurs quelque chose contre les pseudos, c'était dans votre précédent recueil de chroniques, mais
le pseudo, selon vous, a fait beaucoup de mal aussi à l'expression. Ah oui, le pseudo, c'est ce qui est terrible dans le pseudonyme. Je comprends qu'on puisse prendre un pseudonyme sur les réseaux sociaux pour se protéger, pour protéger sa vie sociale, sa vie professionnelle, même sa vie familiale. En revanche, lorsque le caractère systématique de refuser son nom, de refuser le patronyme, c'est le refus de la responsabilité. On est responsable de ses actes quand on a un prénom et un nom et que l'on affiche une opinion. Si systématiquement on prend un pseudonyme particulièrement ridicule, d'ailleurs souvent de préférence, ça nous incite à, comme on dit aujourd'hui, à nous lâcher. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant d'insultes que ce pseudonyme, si vous voulez. Si c'est vous qui écrivez sous votre nom, vous avez tendance au contraire il y a le surmoi qui joue, c'est le surmoi du patronyme. Voilà. Bien sûr, et qui permet d'avoir des propos un peu plus mesurés. Bien sûr. Et puis plus construits également. Oui. Vous dites que l'un des pires produits de notre société d'aujourd'hui, c'est la victimisation de tous ceux qui le peuvent d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un se prend une gifle, il va tout de suite falloir faire justement ce fameux tweet en montrant la trace de la main fraîche sur la joue. Comment on en est arrivé là et puis que faire face à ce phénomène? D'abord, il y a le phénomène de la victime, c'est un phénomène tout à fait important socialement. Beaucoup de gens cherchent le meilleur statut pour eux-mêmes, pour le statut moral, le statut du vertueux. Et évidemment, le héros d'aujourd'hui, c'est la victime. Y compris, même si on n'en est pas une, en se cherchant en se donnant une souffrance parfois inexistante. Il y a quand même des cas extraordinaires où des femmes disaient que leur psychanalyste leur avait révélé qu'elles avaient été victimes de violences sexuelles de la part de leurs parents quand elles avaient 5 ans, elles s'en souvenaient plus, mais lui les a fait remonter à la surface. Vous voyez, on va très loin dans l'absurdité, dans l'horreur même en réalité. Hein. Oui, donc la victime, c'est très bien, c'est un statut social enviable, donc on est prêt à tout pour l'être. Comment le combattre? Simplement en rappelant que les vraies victimes, ce sont effectivement les femmes battues, mais battues par qui? Encore faut-il le dire. Ce sont parfois les hommes d'ailleurs battus, ça arrive aussi, et ainsi de suite. C'est-à-dire prouver que ce n'est pas parce qu'on a une couleur de peau, un sexe particulier qu'on est forcément victime. Non, Dieu merci. Il y a des gens qui échappent au caractère de victime de la société. On a d'ailleurs des personnages dans nos ministères qui se sont construits autour de cette victimisation supposée ou réelle. Et qui se sont parfois retournés contre eux, puisqu'on a découvert que, bizarrement, ils avaient certaines affaires de mœurs qui leur traînaient... Alors, je pensais à notre fameuse mordeuse de taxi. À Laetitia Avia, j'ai quelques pages sur elle où je retrace exactement tout ce qui s'est passé. Cette chère Laetitia Avia, je suppose que tout le monde l'a oubliée. Enfin, une enquête mordante. C'est ça, c'est une enquête mordante. Bon, je laisserai les lecteurs la découvrir. Elle a quand même mordu un chauffeur de taxi en l'accusant de l'avoir séquestré dans son taxi. Enfin, l'histoire est tout à fait cocasse. Parce qu'elle refusait de payer. Parce qu'elle refusait de payer sa course. Voilà. Ce qui est compliqué. Faut-il finalement, selon vous, mettre fin à la gentillesse et à la douceur dans ce monde de brutes qui est le nôtre? Le monde a certainement changé parce que nous avons affaire à deux civilisations qui s'affrontent. Une civilisation où la bienveillance, la politesse faisait partie de la civilisation et des mœurs quotidiennes. Or, aujourd'hui, on a affaire à des gens qui n'appartiennent plus à ce passé-là. Et donc, on est obligé, lorsqu'on vient d'une civilisation où les mœurs étaient policées, de comme on dit aujourd'hui, se blinder contre ça. Et effectivement, il faut être plus ferme pour se défendre soi-même. Parce que je crois que sinon, on se fait mordre par des Laetitia Avia. C'est ça le problème. Il y a toujours une Laetitia Avia qui menace. Et parce que finalement, en fait, dans votre livre, vous dénoncez un peu cette société du care. Pour vous, c'est un peu comme s'il y avait une maman tout le temps au-dessus de nous et qui nous empêchait oui, il y a ça aussi. D'être indépendant c'est ça. Aussi. Le care, c'est aussi une façon de surprotéger, par exemple, les jeunes garçons, mais les jeunes filles aussi. Les surprotéger, on n'a plus le système immunitaire qui fait qu'on peut se défendre soi-même tout de même. On a la répartie.
Exactement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans les cours de récréation, ça commence très tôt. Si un jeune garçon provoque une dispute, il y aura convocation des parents immédiatement. Et ce ne sera peut-être pas dans le bon sens. En plus, je ne suis pas sûr, par exemple, que le harcèlement scolaire était si fréquent autrefois. Aujourd'hui, il est devenu vraiment... c'est une réalité. Le harcèlement scolaire, je ne dis pas exactement ce qu'il veut dire. C'est encore une expression qui a été euphémisée. Mais il y a sans doute des phénomènes numériques récents qui par exemple, ça a été certainement renforcé, oui, tout à fait. Le harcèlement numérique. Les réseaux sociaux ont beaucoup joué là-dessus, oui, bien sûr. Absolument. Donc, ils jouent aussi sur les professeurs, d'ailleurs. Alors, vous développez dans vos chroniques, finalement, une nouvelle chaîne de l'humanité. On commencerait par les personnes qui jouent dans la télé-réalité, puis ceux qui les regardent. Beaucoup des élèves. Si on remonte aux élèves, on pourrait remonter ensuite aux professeurs. Si on remonte aux professeurs, aux inspecteurs qui leur demandent d'être gentils, encore une fois. Et puis, les professeurs, les inspecteurs, eh bien, il y aurait les sociologues qui analyseraient le phénomène. Oh, encore des excellentes moyennes au bac, etc. Et là, poum, le point final, les journalistes qui viennent écrire noir sur blanc la réalité sociologique qu'ils viennent de transformer. Oui, c'est vrai. C'est une vraie chaîne, oui. C'est vraiment ça, selon vous, ce qu'on voit dans la télé-réalité sera la réalité dans quelques années? Contrairement à beaucoup de gens, je répugne pas à regarder, bon, je ne le fais pas tous les jours, à regarder quelques émissions de télé-réalité où on découvre beaucoup de choses. C'est né avec Love Story en France, mais depuis, il y a eu une grande évolution dans le pire, où l'on apprend des formes de langage, des formes de comportement, même des types humains que l'on n'avait pas, qui sont devenus monnaie courante aujourd'hui, des femmes dont les physiques sont très différents de ce que l'on a connu. Il n'y a pas que le langage, il y a le physique, ce sont des corps nouveaux pour moi, hybrides, et c'est tout à fait symptomatique parce que je sais que c'est l'avenir. De la même façon que Love Story, on le regardait comme des bêtes de foire, on n'imaginait pas que ça deviendrait la réalité. Le langage qu'ils utilisaient, les comportements sont devenus la réalité. Et aujourd'hui, c'est pareil, le phénomène a empiré et les individus que l'on voit dans ces émissions-là seront la majorité bientôt. Phénomène inquiétant s'il en est. Très inquiétant. Alors, vous avez fait des mots parfois très durs contre les femmes, enfin du moins contre certaines femmes dans vos chroniques. J'espère qu'avec moi ça va. Sur un curseur, quelle serait l'affirmation qui se rapprocherait le plus de votre point de vue, Bruno Lafourcade? Vous regrettez la femme traditionnelle ou la femme moderne vous désole? Pas du tout, non. La femme traditionnelle, je la regrette absolument pas. Je l'ai vue... Les choses sont plus complexes que ça, alors. Tout à fait. D'ailleurs, je n'apprécie que les femmes modernes, en réalité. Non, il faut laisser les choses évoluer de façon naturelle. La place de la femme a changé, et tant mieux. Et il n'est pas question d'un retour en arrière de ce point de vue-là, non. Que des femmes veulent avoir des enfants, les élever et rester à la maison, ne me dérange pas non plus. Mais une femme qui fait carrière me plaît autant que n'importe qui. Non, pas du tout. Non. Je ne regrette absolument pas le passé de ce point de vue-là. Non. Mais il y a des choses qui J'aime que les choses soient équilibrées. Voilà. Il y a des choses qui sont désolantes dans la féminité d'aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a une féminisation des mœurs qui est tout à fait préjudiciable dans certains domaines, absolument, oui. Notamment quand c'est au détriment des hommes pour le renversement du pouvoir. J'ai peur que ce soit les hommes aussi qui soient féminisés par certains côtés. Il y a une dévirilisation des comportements qui est dramatique. Beaucoup d'hommes ont peur aussi d'être... accusé d'avoir exercé la fameuse charge mentale sur certaines femmes, d'avoir exercé une pression psychologique, c'est affreux. Caroline de Haas, si vous m'écoutez, je compatis à la charge mentale. Je vous promets que je ne serai point le tortionnaire que vous Non, décrivez. je veux bien faire repentance. Tous les jours, alors, un petit peu. Tous les jours. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Bruno Lafourcade, pour cet entretien. Je rappelle le nom de votre ouvrage, L'intervalle entre le marchepied et le Kest, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Il est bien sûr disponible sur la boutique de TVL, sur notre site tvl.fr. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TVL.